Salut à tous, ravi de vous accueillir sur Maritima TV pour notre rétro de mai. Alors on le sait, le mois de mai, c'est le mois des ponts par excellence et toute la rédaction est justement sur le pont pour vous concocter une sélection des temps forts de l'actualité. Un mois riche en mouvements sociaux à l'image des taxis, un nouveau coup dur pour les habitants de Notre-Dame-des-Marins à Martigues, un appartement dévasté suite à une explosion nocturne, la précarité étudiante plus que jamais dans le viseur à travers une semaine de repas gratuits au campus de Lumini. Et puis Marseille, toujours, cap sur l'escale Borély, où nous avons suivi pour vous la nouvelle brigade équestre de la police municipale. Les moustiques, parlons-en, déjà de retour, ça promet pour l'été. L'entrée en lutte a démarré sur notre territoire. Et puis Microfolie a ouvert ses portes à Port-de-Bouc. Il s'agit d'un nouveau musée dédié au numérique. La Halle de Martigues a accueilli de son côté l'incontournable Salon des Jeunes et puis Jennifer en concert. Récompense suprême aux généreux donateurs pour Martigues Solidaire. Eh bien, c'est parti pour le récap des infos du mois. On démarre en manif, entrée dans le cortège du 1er mai. Aujourd'hui, rappelons-nous que l'histoire du mouvement ouvrier est une histoire de conquête. Journée de 8 heures, congés payés, retraite, sécurité sociale, réduction du temps de travail, droits syndicaux. Rien ne nous a été donné. Tout a été conquis et tout peut être remis en cause, hélas. C'est pourquoi nous sommes là, fidèles à ce rendez-vous, déterminés à faire vivre l'esprit de solidarité, à refuser les reculs sociaux et à porter haut les couleurs de l'émancipation. On n'a pas de plan de licenciement sur le site de Fos-sur-Mer, mais on a quand même une réduction de plus de 300 emplois sur cette année. L'inquiétude est, aujourd'hui on a du chômage partiel avec un maintien de l'emploi parce qu'il y a un accord de branche sur ce sujet, mais dès la fin juin, cet accord n'existera plus et le groupe peut largement avoir emploi à des licenciements secs dès l'année prochaine, ce qui est déjà envisagé sur l'ensemble des sites d'ArcelorMittal France, dont Dunkerque et Florange, les deux sites importants qui sont fortement impactés. Et donc il est important de se mobiliser et d'agir justement contre cette politique où ArcelorMittal envisage de commencer par la délocalisation de fonctions support, mais il s'attaquera à un moment donné à la production. On venait à supprimer ou à fermer un site comme le nôtre, c'est un impact important sur l'ensemble de l'économie locale. Environ une centaine de manifestants se sont réunis cet après-midi devant le siège du CSE d'Air France, tout près de l'aéroport Marseille-Provence. Banderole en main, ils ont ensuite marché jusqu'au terminal 1, déterminés à faire entendre leur message. L'objectif, c'est toujours de gagner la réintégration des 4 salariés licenciés. Et là, on s'adresse plus particulièrement à la direction d'AMP, puisqu'on a demandé à les rencontrer pour pouvoir s'expliquer sur la situation. On n'a absolument aucune réponse. Ils ont entendu SSP, l'entreprise qui a licencié les 4. Il nous semble normal qu'ils puissent entendre la version des 4 salariés et de la CGT. Le cortège a traversé le hall sous les regards interloqués des voyageurs, avant de s'arrêter devant l'enseigne Starbucks, la même où tout a commencé, pour dénoncer haut et fort ce qu'ils considèrent comme une profonde injustice. On n'y est pour rien dans cette histoire-là et qu'on n'a fait que du bien. Autour de nous, on n'a jamais fait de mal et que ça aurait pu être stoppé juste par la parole et non pas licencier tout le monde comme ça pour avoir donné des sandwichs, des invendus à des SDF ou autres. Présent lui aussi sur place, le député insoumis Sébastien Delogu a souhaité apporter son soutien aux salariés. C'est une réaction de la part des employeurs qui est inacceptable. Les licencier pour ça, c'est une faute extrêmement grave de leur part. Maintenant, j'aspire à ce qu'ils réintègrent leur entreprise, premièrement, et que aussi on écoute ces salariés qui aujourd'hui ont été virés sans être écoutés. Tous espèrent que la direction fera marche arrière et que ce geste de solidarité ne soit plus considéré comme une faute grave. La mobilisation des taxis se poursuit pour un 4e jour consécutif. Les chauffeurs multiplient les actions, barrages filtrants, circulation ralentie et présence visible, dans l'attente toujours d'une avancée potentielle. On attend qu'un médiateur soit nommé auprès du gouvernement justement pour entendre les taxis, donc ça devrait se passer dans la journée. Là, la mobilisation s'est durcie depuis hier, donc dans toutes les villes de France, notamment Paris où personne
est prêt à lâcher prise. Donc ce qu'on attend, c'est des réponses et de s'asseoir autour d'une table et de discuter justement de l'avenir de la profession. Ouais. Une situation qui inquiète les usagers les plus vulnérables. Suzy, 75 ans, suit une chimiothérapie et redoute les conséquences de cette réforme sur ses trajets vers l'hôpital. Lorsqu'on sort d'une chimio de 4 heures, on est très affaibli. Personnellement, je faisais 38 kilos. On est très affaibli, on a des nausées, on a la tête qui tourne, on est vraiment mal. Rentrer dans un taxi où il y a d'autres personnes, puisque moi, mon truc, c'est ne pas être à plusieurs dans le même taxi. Pour plusieurs raisons. D'une, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'entendre les autres parler parce que l'autre personne peut être, elle, en pleine forme. Et deuxième solution, c'est que nous sommes faibles. On est fragile. La preuve, c'est que moi, j'ai attrapé une pneumopathie et croyez-moi, c'est pas simple. En attendant que la situation se débloque, les usagers, eux, sont pris au piège entre un service incertain et une santé qui ne peut pas attendre. Devant le site JK à Fos, la mobilisation ne faiblit pas. Depuis plusieurs jours, les salariés se relayent pour faire entendre leurs revendications. L'objectif, c'est d'être entendu et qu'on puisse fermer le dépôt lors des jours fériés ou alors qu'on soit payé double. Parce que jusqu'à présent, on n'est payé qu'à 50% et on estime qu'avec le travail qu'on fournit, c'est vraiment pas assez, c'est pas suffisant. Et en plus, on n'est pas équitable au niveau des autres dépôts, alors que eux sont payés à 100%. Ça serait bien plus équitable pour nous. Les syndicats présents soutiennent les grévistes et dénoncent une inégalité de traitement au sein du groupe. À la base, chez Ikea, on devait travailler 2 jours obligatoires, 2 jours fériés obligatoires par an. On a réussi l'année dernière à le négocier au volontariat. Cette année, le volontariat a été maintenu, sauf qu'on a ouvert plus de jours fériés, ce qui oblige tous les collaborateurs à travailler au minimum 2 jours fériés. Et à 50% avec 50% de majoration, ce qui est purement scandaleux. Alors qu'en sachant très bien qu'en restant chez eux, ils auraient leur journée payée normalement. Dans l'attente d'une réponse de la part de la direction, les salariés comptent bien maintenir la pression. Je pense qu'il ne faut pas qu'on lâche et si on veut être entendu et que la communication soit rétablie à un moment ou à un autre, il faut vraiment qu'on tienne jusqu'au bout, donc on ira jusqu'au bout, il n'y a aucun problème. À Fos, la détermination est intacte et une chose est sûre, les grévistes ne comptent pas baisser les bras. Les usagers du TER PACA rencontrés à la gare de Port-de-Bouc ont dû revoir leur plan suite aux perturbations des TER comme Nathalie Simonet, commerciale. Là, moi, je pars de Port-le-Bouc et normalement, j'étais censée aller sur Toulouse. Sauf qu'à partir de Narbonne, je n'ai plus de train. C'est mon fils qui va venir me chercher et il va faire 3 heures de voiture aller-retour. Alors que normalement, j'avais eu 1 heure de train, 1h30 de train. Alpha via Miramas et étudie à Port-de-Bouc. Le lycéen prend le TER tous les week-ends en direction de Salon de Provence pour voir sa famille. Soit je vais prendre le bus ou je demande à mon père s'il peut me déposer ou pas. Ça permet d'évacuer un peu la pression avec les cours, je finis tard, j'essaie de profiter un maximum, de voir mes proches, tout ça, et me dire que je peux pas faire ça, c'est un peu embêtant. Les syndicats CGT et Sudrail appellent les conducteurs et contrôleurs de la SNCF à faire grève pour réclamer de meilleurs salaires. Résultat, les usagers du TER marseillais sont aussi impactés, notamment sur les lignes vers Hyères ou Avignon. Alors moi je fais La Ciotat-Aix, donc je dois prendre 2 trains. Je prends le train de La Ciotat-Marseille, puis une correspondance à Marseille et je fais Marseille-Aix en train. Et donc ça, je vais devoir le faire donc aujourd'hui, demain soir, vendredi matin et vendredi soir. Donc s'il y a une grève et qu'il y a des trains qui sont annulés, je sais pas comment je vais faire pour mes partiels. Non, si j'avais pas pu partir, je serais pas partie, que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Ou j'aurais pris ma voiture, bon mais un peu pénible parce que ça fait loin. Mais je n'en veux pas aux employés, moi j'en veux au patron. Le PDG de la SNCF promet 9 trains sur 10 ce week-end, surtout côté TGV. En Provence, toujours pas de chiffres pour les TER. Les usagers doivent vérifier sur le site TER PACA tous les soirs à 17h. La grève doit s'achever dimanche soir. Vous l'avez connu ce maire ? Absolument, oui. Il a été maire pendant... il a fait 5 ou 6 mandats au moins. Hein. Ah oui, moi je il a fait beaucoup pour la ville de Gardanne. J'ai vu comme patron aussi en travaillant dans les écoles. Donc... Et quel souvenir vous gardez de lui, d'abord ? C'était un instituteur qui était très apprécié des Gardanais. Voilà. Et un bon maire aussi. Roger Meilly, vous savez qui c'est ? Oui, c'est le maire de la ville de Gardanne. C'était le maire. Oui. De 77 à 2020. Vous avez appris son décès ? Oui, et on travaille à la mairie, donc on l'a tous appris. Qu'est-ce que vous avez travaillé avec lui ? J'ai travaillé avec lui, oui, parce qu'il est en 2020, je suis rentrée en 98. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de lui ? C'est un très très grand monsieur, plein d'humanité. Et il avait le respect de tout
toutes les personnes, il ne fait aucune différence. C'est un très 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 grand monsieur et c'est une très grande fête pour nous. Si je vous dis Roger Meilly, ça vous parle? Le maire, oui. Le maire. Oui, j'ai appris qu'il était décédé. Vous l'avez appris? Oui, je viens de l'apprendre là. Ouais. Vous l'avez connu? Oui, en 1994 quand je suis arrivé. Et alors comment ça s'est passé? Très très bien. Non, c'était un homme qui était très très serviable, très très à l'écoute de tout le monde, je pense. De toute façon, je ne sais pas combien de temps il a fait à la mairie, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est difficile, c'est très difficile parce que c'était vraiment un homme bienveillant et quelqu'un qui était toujours de bons conseils et que j'appréciais beaucoup. On vous sent assez ému là? Oui, parce que voilà, j'étais très proche aussi de son épouse, on se téléphonait assez fréquemment et voilà, oui, c'est beaucoup d'émotions quand même. C'est un vrai monsieur Roger. Vendredi et samedi, normalement, son cercueil devrait être exposé à la Maison du Peuple et puis les gens viendront le visiter. Et ensuite, à partir de samedi après-midi, on va très certainement faire une cérémonie républicaine devant l'hôtel de ville. Et je pense qu'après ceci, je pense que Gardanne aura pu lui rendre un vrai hommage et il ira au crématorium d'Émile où il sera incinéré mardi. C'est avec le cœur lourd que les Revenants pleurent la disparition de Georges Rousseau, ancien maire et figure incontournable de la commune. Une nouvelle tombée brutalement, qui laisse les habitants sous le choc. C'est quelqu'un qui a énormément œuvré pour la commune. Il sera allé jusqu'au bout de son chemin puisqu'il n'avait pas l'air de vouloir lâcher son poste. Les choses se sont faites peut-être comme elles devaient se faire et j'espère qu'il est parti dans la douceur, dans le sommeil. Voilà, c'est ce qu'on pouvait lui souhaiter le mieux. Mais au-delà de la peine, certains préfèrent garder le souvenir d'un homme chaleureux avec qui on n'hésitait pas à plaisanter. Il racontait toujours une fois que le matin, en marchant dans la colline à 6h du matin, je courais parce que je courais beaucoup et que dans le dos, je lui avais pointé comme si j'avais un pistolet. C'était quelque chose qu'il avait profonde. Enfin voilà, souvent il le racontait ça de nombreuses personnes. Voilà. On s'amusait un peu. Ici, Georges Rousseau n'était pas seulement un maire, mais un véritable soutien. Au club de football de la commune, on parle d'un homme toujours présent. Dans tous les grands moments du club, il a été là. Il avait plaisir à venir à chacun de nos tournois parce qu'il offrait coupe et médailles à tous les enfants et les trophées. C'était vraiment un truc auquel il tenait beaucoup. Et là, ce jeudi, on a notre grand tournoi débutant U6, U7, U8, U9 où il y aura d'ailleurs son challenge, le challenge Georges Rousseau. Ça sera un moment extrêmement émouvant pour nous. Du terrain de foot à la mairie, Georges Rousseau aura laissé une empreinte marquante que tout un village n'est pas prêt d'oublier. Historique pour Lambesc. L'inauguration du parc Bernard Ramon se voulait être un moment de fierté pour les Lambesquins, mais dès le début de la cérémonie, une poignée d'opposants ont fait entendre leur désaccord. Masqués avec des visages de melons en guise de provocation, ils ont profité du discours inaugural pour dénoncer ce qu'ils qualifient de culte de la personnalité. L'action du masque de melon, c'est de dire à monsieur le maire qu'il a un sacré melon et que nous en sommes conscients, nous le voyons et nous aimerions qu'il se rende compte que, encore une fois, donner son propre nom à un parc qui existait déjà avec un nom qui s'appelait donc le parc du Vala, un parc paysager du nom d'un cours d'eau. Voilà, ça avait beaucoup de sens pour tous les Lambesquins et l'appeler Bernard Ramon, on peut vous dire qu'au quotidien on l'appellera pas Bernard Ramon, ça c'est sûr. Le ton est moqueur, mais le message est clair. L'initiative a du mal à passer. C'est grosse déception et puis que derrière il soit soutenu par d'autres élus, entre autres du conseil régional, ça pour venir faire sa promotion. Certes, ils ont contribué à la construction par des financements, mais marcher avec ce genre de personnage, ça peut être dangereux politiquement à mon avis. De son côté, Bernard Ramon assume pleinement cette décision face à ceux qu'il qualifie d'insatisfaits. De toute façon, ce sont toujours les mêmes personnes qui s'opposent à tout. Ils ne sont pas que pour le parc, pour le champ photovoltaïque, pour tout ce qui est fait dans Lambesc. Si on vend un immeuble, ils sont contre. Donc c'est un groupuscule de gens opposés à la municipalité, quel que soit ce qu'elle souhaite faire. Entre verdure flambant neuve et tension citoyenne, le parc Bernard Ramon est désormais inauguré. Mais il faudra peut-être plus qu'un simple ruban coupé pour apaiser les esprits.
Quand on pénètre dans le site, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir au plus vite. On évolue dans des sortes de couloirs qui traversent des amas de déchets entassés sur plus de 2 mètres de haut. Et surtout, il ne viendrait à personne l'idée de respirer à plein poumon l'air ambiant. Christian Marquis, coprésident de Cistude. Alors, parmi les polluants qui ont été évalués, dans 50% des échantillons, le taux d'antimoine dangereux pour la santé a été dépassé. L'antimoine, c'est un composé qui est proche de l'arsenic, qui a un impact sur le foie, sur les reins, qui est cancérigène. L'amiante a été soi-disant évacué il y a quelques mois, mais on constate que sur le toit qui est derrière moi, là, on voit très bien qu'il y a encore des plaques de fibrociment amiantées, dont une grande partie sont tombées sur le sol. Elles sont dégradées, les particules d'amiante se répandent dans l'atmosphère lorsqu'il y a du vent, elles partent dans la nappe phréatique lorsqu'il pleut. Le collectif Cistude soupçonne également la présence de polluants éternels particulièrement dangereux. Et le comble, c'est que certains aménagements des collectivités contribuent à cette pollution. Un bac de rétention a été construit pendant l'incendie pour recueillir les eaux d'extinction. Une bâche a été étendue au fond de ce bassin. Et cette bâche a été abandonnée avec les autres déchets, si bien qu'aujourd'hui on a le bassin de rétention qui ne sert plus à rien. C'est la grandeur d'un stade de foot quand même. Et on a sur ce bassin de rétention les résidus de la bâche qui contribuent à aggraver la pollution de ce site. Ça veut dire que le sous-sol et les nappes ne sont absolument pas protégés. La Touloubre passe à quelques centaines de mètres d'ici. On peut très certainement penser qu'une grande partie des produits polluants, lorsqu'il y a des précipitations, ces précipitations lessivent les déchets et ces produits polluants sont entraînés vers la Touloubre qui se jettent ensuite dans les dents de verre. Cistude reproche aux collectivités responsables leur inertie et surtout à l'Adréal, ce service de l'État en charge de l'environnement, son manque complet de transparence. Comme il était à ce niveau-là, le rideau de douche, on voit bien qu'il est face à la VMC. Voilà. Donc c'est bien la VMC qui a envoyé une sorte de flamme qui a brûlé le rideau de douche et un petit peu mes cheveux avec, pendant que j'étais en train de laver les cheveux de ma fille. Donc ça fait une grosse explosion. On a vu un éclair, une sorte de boule de feu qui a été propulsée de la VMC. Et du coup, quand j'ai vu ça, avec le gros boom, j'ai attrapé ma fille et j'ai voulu sortir le plus vite possible. Du coup, j'ai marché sur tous les gravats qu'il y avait au sol. Donc avec des murs, voilà, on peut le constater, des murs qui ont éclaté, avec des débris qui ont été projetés contre le mur d'en face. Et c'était vraiment localisé au niveau du mur de la VMC. Voilà, donc on peut le constater, ça a même fait éclater le mur qui est mitoyen à ma chambre. Même l'encadrement, voilà, tout l'encadrement de la porte de la salle de bain, tout a été arraché. Voilà, ça prouve vraiment la force de l'explosion. Là, il y avait une petite bibliothèque avec les affaires scolaires de ma fille. Bon ben là, c'est une catastrophe, il n'y a plus rien, hein, ils sont complètement endommagés. Voilà. Donc là, au niveau du salon, la porte qui donne au balcon, elle a explosé. Et dans la cuisine, c'est pareil. La bouteille de gaz est totalement intacte, elle est ici. On peut le voir, voilà. Elle est là, à sa place. Donc ça ne peut pas être la bouteille de gaz parce que quand une bouteille de gaz explose, je pense que bon... la cuisine n'aurait pas été ici telle qu'elle est là maintenant. On dirait une bombe. Et c'est surtout, on va dire que c'est surtout des blessures psychologiques. Moi, j'ai ma fille de 12 ans qui me dit qu'elle ne se sent plus en sécurité, qu'elle ne veut plus jamais remettre les pieds dans cet appartement, ce que je comprends tout à fait parce que nous sommes tous dans le même cas qu'elle. Et maintenant, elle me dit « Maman, j'ai peur de rester dans une pièce toute seule ». Et quand elle entend des petits bruits comme ça, elle se met à sursauter. Voilà, je pense que c'est bien là, c'est bien présent et qu'il va falloir vraiment que je m'attelle à la faire suivre par une cellule psychologique pour qu'elle mette des mots sur ce qui s'est passé parce que je pense que ça peut créer un traumatisme profond par la suite. Tout le monde s'accorde à le dire, que ce soit les policiers, les pompiers, toutes les personnes qui ont pu constater de leurs yeux les dégâts dans le logement. Ils me disent c'est un vrai miracle que tu sois encore là, toi, ta fille et même le reste de la famille, quoi. Voilà. Elle est la zone commerciale la plus visitée de France. Plein de campagnes ne cessent de s'agrandir, mais à quel prix ?
Les commerçants alertent sur la forte concurrence, la mauvaise répartition des commerces et services et sur la fermeture brutale de certaines enseignes comme Intermarché. Là, effectivement, depuis 15 jours, l'Intermarché a fermé. Donc, effectivement, comme vous pouvez le voir, la galerie est vide. Il n'y a personne. La zone commerciale de plan de campagne, elle est démoralisante. Avec Intermarché qui est fermé, on est juste en face. On n'a plus aucune fréquentation. C'est démoralisant la situation. Kevin Robert est porte-parole de l'association des commerçants de plan de campagne. Il souhaite davantage d'échanges entre bailleurs et commerçants. En fait, ce n'est pas le nombre de commerces qui est problématique, c'est le manque de concertation dans son ensemble. Aujourd'hui, plan de campagne, c'est 500 enseignes, 7500 salariés, donc il faut une cohérence d'ensemble et il faut un équilibre. Ça, c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous souhaitons. Une fois que l'on est autour de la table, eh bien, on peut ensemble discuter de cet équilibre-là. Les clients que nous avons rencontrés se disent eux relativement indifférents à un agrandissement de la zone. La plupart reconnaissent être satisfaits par l'offre de commerce existante. Il aura fallu peu de temps pour repérer des scooters garés sur le sable, un stationnement interdit. Bah oui, mais parce que les scooters doivent être à l'extérieur. Vous pouvez rester là, mais les scooters sont à l'extérieur. Non, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que le scooter n'a pas à rester là. Face aux 3 chevaux et à leur cavalière, la résistance des jeunes scooteristes ne dure pas. C'est tout l'intérêt de cette brigade. C'est vrai que c'est une chance d'être à cheval parce qu'on voit de loin et on est vu aussi de loin. Donc ça peut aussi dissuader certaines personnes qui avaient des intentions pas très honnêtes. Dissuasif, mais aussi d'attirer. Donc ça, tout dépend la manière dont on aborde la patrouille, la manière d'aller sur des personnes. On a ce choix soit d'être imposant, soit d'être rassurant. Sur la plage, vous trouvez que c'est sécurisant ? Oui, ça peut être sécurisant. Hein. C'est une présence. Hein. Ouais. Des fois, il vaut mieux une présence animale que humaine. On pourra plus les trouver sympathiques, à cheval qu'à pied. La brigade équestre a vocation à se développer dans les prochaines années. À terme, le maire souhaite à ce que nous allions encore plus loin. Il faudra pour cela évidemment recruter davantage de cavaliers et évidemment faire l'acquisition de nouveaux chevaux. On pourrait imaginer monter pour l'été prochain à 6 chevaux avec plus de cavaliers. En attendant, Griotte, Jack, Kraken et June vont parcourir cet été l'ensemble du littoral marseillais avec leurs 7 cavalières et cavaliers. Sur le talus de terre qui surplombe le circuit, Jérémy observe les motos faire des tours. Parmi les pilotes, Maxime, son fils de 12 ans. Le sujet a déjà été abordé. Il est hors de question d'aller rouler dans la colline. Étant jeune, j'ai fait ces bêtises-là. Je me suis retrouvé dans des situations où j'étais tout seul en pleine forêt et il n'y avait personne pour m'aider. Et c'est là où on se rend compte vraiment que c'est dangereux. Un danger qu'il faut prévenir, c'est une partie du travail de Jean-Baptiste Marronnet. Cet ancien pilote professionnel dispense des cours depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, on accompagne les tout petits. Un enfant qui a 5 ans, il peut venir apprendre à faire de la moto, encadré avec des moniteurs. Et après ça se transforme en éducation en fait tout simplement et après du coup ça évite tous les petits problèmes qu'on voit qui sont hors circuit. Des problèmes qui concernent le plus souvent les grands adolescents et les jeunes adultes. Mais comment faut-il s'y prendre? Répression ou prévention pour endiguer la pratique? Gabriel Papalardo est responsable technique du motoclub de Châteauneuf. Très compliqué, moi je dirais de la prévention et de pousser les jeunes un maximum à venir sur des sites officiels. Moi j'en vois beaucoup, des jeunes qui viennent de Marseille, tout ça. Et même moi ça me fait plaisir de les accompagner à côté. Quelquefois même je leur dis prenez des cours, c'est important. Et les jeunes sont ouverts, franchement il n'y a pas de... Prendre en poursuite pour moi, ça ne changera rien. Une motocross à arrêter déjà, c'est déjà très compliqué. Donc ouais, pour moi ce serait vraiment de pousser les gens à se retrancher vers des sites officiels. Reste encore à franchir la barrière financière qui peut être un frein pour beaucoup. Mais Gabriel Papalardo insiste, il faut mettre le prix car ça pourrait être celui de la vie. Attention, 1, 2 et 3. Voilà. On est dans le compartiment PMR, les portes sont orange à l'extérieur, elles permettent de repérer
que c'est la partie PMR depuis l'extérieur. Et vous avez vu le niveau. Et là, on peut placer sur la gauche, là-bas, où on ne peut plus accéder maintenant, mais il y a l'emplacement pour 2 fauteuils PMR. Et vous avez également des toilettes PMR. Et il y a également un espace nursery qui permet effectivement de changer un enfant. Donc ça, c'est l'un des éléments clés, puisque l'objectif, c'est de s'assurer qu'effectivement, ces trains soient accessibles, en particulier aux personnes à mobilité réduite. Comment vous le trouvez, ce train, Monsieur le Président ? Très beau. Très beau, les couleurs sont belles, le design est adapté, il y a la place pour les mobilités réduites, il y a la place pour les vélos, il y a une forme de self-service avec des machines automatiques pour boire un café et à prendre de l'eau, il y a les prises pour se connecter sur le Wi-Fi, il y a les caméras pour surveiller, donc c'est moderne, c'est beau, c'est parfait, c'est propre, c'est nickel. Il y a quand même 16 rames qui arrivent, il y en a 4 qui sont déjà là, 8 d'ici à la fin du mois. Donc on se retrouve avec quand même une offre de service assez exceptionnelle. Donc on ne prend pas le train comme se mettre dans un embouteillage ou voir être flashé et perdre du temps. C'est une erreur. Il faut prendre le train, voilà. Il est magnifique. Ça sera très bien parce que c'est un peu vintage actuellement de voyager en TER. Voilà. Et en fait, je pense que c'est important d'avoir du choix et de pouvoir avoir un panel d'offres. Voilà, pour pouvoir voyager et dans le cadre du transport. Vous connaissez le boulevard des Dames ? Informer, orienter, créer du lien autour de la vaccination et de la santé, c'est la mission de l'association Coresan. Ce mercredi, Youssef Amouche, bénévole, a reçu une trentaine de personnes au parc de la Porte d'Aix à Marseille. Qu'on aborde le bilan de santé, la nourriture, l'éducation thérapeutique des patients pour les gens qui ont des maladies chroniques. On parle de tout ça. Et quand la personne n'a pas de droit ouvert, déjà on commence par lui prendre un rendez-vous pour que la personne puisse avoir une carte vitale ou bien la renouveler ou bien avoir une aide médicale de l'État. Cette association s'inscrit dans le dispositif mis en place par le Centre de vaccination international de la ville de Marseille. À l'occasion de la semaine européenne de la vaccination, l'objectif est aussi de rappeler au public l'importance de vérifier ces vaccins, notamment en cas de retard. Une nécessité que souligne Pascal Chaud, médecin retraité présent sur l'atelier. Par exemple, pour le vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, il faut faire des rappels régulièrement. Tous les 20 ans, à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans. Et beaucoup de personnes oublient, les médecins n'ont pas forcément le temps d'y penser. En complément de ces stands, le Centre de vaccination international reçoit le public sur rendez-vous via la plateforme Doctolib. Les vaccinations sont gratuites et à moindre coût pour les voyageurs, comme l'a déclaré Michel Rubirola, adjointe à la mairie de Marseille en charge de la santé publique. Donc effectivement, les récentes pluies, donc quand même plus de 175 mm, je crois, sur le mois de mars, ont vraiment eu un impact effectivement sur la prolifération des moustiques. Mais bon, notre rôle est effectivement de réduire la nuisance à un seuil supportable pour les habitants de la région. Alors, quel type de moustiques prolifère actuellement le plus chez nous et sur quelle zone exactement ? Alors, si vous voulez, donc vous avez les moustiques des marais, qu'on appelle, donc qui se développe principalement sur toutes les zones naturelles du pourtour des Étangs de Berre, donc les marais de Berre, la petite Camargue à Saint-Chamas, tout le Boulmont autour du Jaille, les comblements de Martigues, enfin le long du canal du 40, le Pourrat, enfin toutes les zones naturelles autour de l'étang de Berre sont des zones où se développe donc le moustique qu'on appelle nous de marais, donc le moustique classique, voilà, qui n'a rien à voir avec le moustique tigre, l'Aedes albopictus, qui commence à apparaître en ce moment. Voilà, on commence à avoir effectivement quelques moustiques tigres par-ci par-là. Donc voilà, donc il va falloir faire attention de limiter les eaux dans nos jardins. Avant même de pousser les portes de Solimut, on vous a demandé, à vous, les premières concernées, si l'idée vous plaisait. Oui, tout à fait. Pour quelle raison ? Mais tout simplement parce que quand on a ce genre de problème, on est vraiment dans une situation handicapante. On se retrouve à plus pouvoir sortir de notre lit et pour autant que si on ne vient pas au travail, on est mal vu. Vu que c'est une vraie maladie, on parle de l'endométriose, je suis totalement pour. Évidemment, si c'était les hommes qui souffraient de ça, ils auraient bénéficié de ça depuis bien longtemps. Et justement, un peu plus loin, nous croisons Gaël, salarié de la Solimut.
Oui, je trouve ça très bien comme initiative et j'espère que ça pourra faire contagion sur d'autres structures en montrant l'exemple de la prise en compte de cette problématique. Vous auriez réussi à supporter la douleur ? Non, je pense pas. Je pense que les femmes sont très courageuses de supporter ça, surtout tous les mois. C'est des cycles qui ne doivent pas être évidents. Alors concrètement, comment ça marche ? Réponse avec Manon Enoch, DRH de Solimut France. Alors concrètement, ce congé menstruel, c'est 13 jours dont vont pouvoir bénéficier les femmes de l'entreprise. Ces 13 jours, elles peuvent soit en bénéficier dans un format de télétravail, soit dans un format de congé qui est rémunéré par l'entreprise. Pour ça, il suffit simplement d'avoir une prescription médicale valable pour 1 an. Et à partir de là, à l'intérieur de ce volant de 13 jours, elles le posent dans notre gestion des temps d'entreprise et elles peuvent en bénéficier. Enfin, sachez que puisque l'on touche au médical, le secret sera évidemment respecté car seuls les RH connaîtront le motif de l'absence de l'employé. Bonsoir. Le repas est offert par la ville de Marseille. C'est pour ça qu'on vient. On est d'accord. C'est cool qu'ils puissent faire ça cette semaine. En plus, là, il y a les partiels en ce moment. Du coup, ça permet aux personnes qui finissent soit leur partiel très tard, soit qui révisent à la BU, de venir manger direct après ou direct avant de commencer les révisions. Surtout quand on n'est pas boursier, c'est 3,30 € il me semble. Moi ça va, je suis boursière, du coup je les paye que 1 €, mais bon ça fait quand même un coût tous les mois. C'est assez bienvenu parce qu'on est en période d'examen et donc d'avoir les repas gratuits, franchement on est super contents. Donc voilà, on les remercie du coup. Comme on est en zone de stress, de pouvoir éviter de faire les repas, etc. C'est un gain de temps aussi, donc franchement c'est assez plaisant. Le Crous, quand on n'est pas boursier, 3,30 € 2 fois par jour, ça commence à chiffrer. Quand on enlève ça de ce qu'on doit sortir de nos poches, c'est super. Sinon, on mange juste des pâtes et c'est pas des repas équilibrés chez soi. Et du coup, ça nuit à notre santé et du coup à nos performances aussi en examen. Et on va dire 3,30 €, c'est pas beaucoup, mais quand on est étudiant... Quand on est étudiant, c'est beaucoup, 3,30 €. On dirait pas, mais franchement, ça fait mal un peu. Le constat, il est que quand on fait une soirée de gratuité comme celle-ci, on passe de 300 étudiants qui viennent manger habituellement à un peu plus de 400. Quand on a plus un tiers de fréquentation, ça veut dire qu'il y a un besoin et qu'on y répond. On est un pays riche, on est un pays où on ne devrait pas aujourd'hui, quand on est jeune, galérer pour faire des études, galérer pour avoir accès à l'éducation, galérer pour avoir accès en fait à son émancipation. Ça, c'est des lunettes cannabis, ok ? Oui. Donc, on va faire un petit atelier. On va essayer de se diriger jusqu'à la voiture. Tu vas mettre tes lunettes. Si tu as un petit souci, que tu te sens pas très bien, tu t'appuies sur moi, ok ? Ok. Ça va te permettre d'avoir les sensations visuelles uniquement. Ça va pas atteindre ton cerveau, heureusement. On n'est pas là pour que tu te drogues, ok ? Donc, ça va atteindre justement tes yeux et tu vas voir qu'il va y avoir une différence dans la perception de ton environnement, ok ? Et tu vas comprendre pourquoi il faut pas se droguer. Donc, si tu touches, ça veut dire que tu as percuté, tu as frôlé quelqu'un, une voiture ou bien un trottoir. D'accord. Okay ? Donc, on ne touche pas, on ne percute pas. Et on va voir si c'est facile quand on est sous l'effet du cannabis. Il faut être très ludique, c'est de la ludopédagogie en fait. Donc nous, on utilise tous les moyens possibles imaginables. On passe par le jeu, on passe par des challenges et ça permet aux jeunes réellement de s'amuser tout en apprenant et tout en conscientisant au final. Et bien que oui, il y a des risques à consommer de la drogue, de l'alcool et ou de faire aussi également des rodéos. On est un petit peu sur tous les postes. Alors, dis-moi, C'est difficile de conduire comme ça. c'est quoi le principal danger que tu as vu ? On voit pas trop bien, on voit surtout quand on est éloigné. On voit de loin, pas de comme la vraie vision quand on a sans le masque. Et du coup, ça te sensibilise sur quoi ça ? De pas prendre de drogue et du cannabis, vu que c'est un masque comme si on était sous l'effet du cannabis. Là, tu es sur un parcours sécurisé, mais c'est vrai qu'il y en a qui conduisent sous l'empire de la drogue ou même de l'alcool. Ça met des vies en danger. Tu l'as vu là ? Oui, parce que j'ai percuté un plot. On le voit pas, ça, qu'on peut percuter des gens ou des trottoirs ou d'autres choses. Leçon retenue ? Faut pas prendre de drogue au volant. Oui, mais laquelle ? Ils réfléchissent. Dernière répétition pour ces élèves de CM2 qui incarnent avec aisance les personnages de Candide de Voltaire, revisités à leur manière. Je joue le personnage de Rémi. Il rencontre des personnages
qui deviennent ses amis. Il va en Corse, il va en Espagne. Quel personnage tu as le plus aimé? J'aime bien Saveria parce qu'elle c'est rigolé, je me moque des gens. Je ressens de la joie, je suis content et je suis surtout content de jouer dans cette salle. Une année de préparation pour cette soixantaine d'élèves de l'école Laviste-Bousquet dans le 15e arrondissement de Marseille, une implication sans faille, comme en témoigne Mathilde Humber, l'une des enseignantes. C'est un projet qui est assez intense en termes d'investissement pour les élèves, pour les parents, pour nous les enseignants. Je suis extrêmement fière d'eux, mais même en répétition, ça m'arrive quand ils sont dans le juste, quand ils sont dans les bonnes intentions, etc. J'ai les frissons qui montent, j'ai le cœur à 1000 à l'heure. Un projet soutenu par l'académie, le rectorat et des acteurs locaux comme l'association Culture pour l'enfance, engagée depuis 15 ans, avec sa déléguée générale Nadège Begley. Qu'est-ce qu'on leur transmet à ces enfants? L'envie d'apprendre plus au niveau culturel, d'avoir déjà ses premiers réflexes, d'aller au musée, d'aller au théâtre, et puis aussi de prendre goût à pratiquer artistiquement et pourquoi pas devenir comédien. Un projet ambitieux et réussi pour ces élèves avec un final qui s'est joué devant près de 200 spectateurs, comme un véritable lever de rideau sur leur talent. Il n'est pas tombé dans la marmite quand il était petit. Voilà à peine quelques mois qu'il pratique l'aérox et déjà les performances d'Anthony Casano sont récompensées. C'est un ami qui m'en a parlé. Et en fait, il m'a proposé ça. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et en fait, ça tombait bien. Il y a eu un aérox à Marseille. Et donc, je me suis rapidement entraîné. J'ai toujours fait du sport, mais voilà, il y avait quand même des mouvements assez spécifiques. Donc, je me suis entraîné quelques mois sur ces mouvements. J'ai terminé 3e dans ma catégorie. Et du coup, j'ai été qualifié au championnat du monde. J'ai fait 3 aérox, dont l'aérox Paris, que j'ai fait il y a 2 semaines et que j'ai remporté donc au Grand Palais. C'est incroyable. Né en 2017 en Allemagne, l'aérox est une course à pied entrecoupée d'exercices. 1 km de course à pied, on fait 1 km de ski erg, c'est un mouvement en fait, qui reproduit le mouvement du ski. 1 km de course à pied, 50 mètres de sled push. Donc en fait, c'est un traîneau qu'on va pousser donc, sur 50 mètres qui pèse 200 kg chez les pros. 100 mètres de burpees broad jump, 1000 mètres de rameur, 1 km de course à pied, 200 mètres de farmer carry, donc on prend 2 haltères, 2 gros kettlebells, c'est des espèces d'haltères, de 32 kg donc chez les pros et qu'on doit balader sur 200 mètres. 1 km de course à pied, 100 mètres de fente avec un sac de sable de 30 kg et on termine donc avec 100 wall ball, une balle qu'on doit jeter sur une cible contre le mur en fait à 3 mètres de haut, en faisant un squat à chaque fois. Voilà. Et c'est tout? Ouais, c'est tout, c'est juste ça, à peine. Le 13 juin, Anthony Casano s'envole pour Chicago pour les championnats du monde. Pendant 3 jours, une quinzaine de stands occupent l'esplanade Charles de Gaulle d'Istres. Terre de Sport revient avec toujours le même objectif, faire découvrir le sport aux jeunes. Ouais, c'est une action qui est menée par le département des Bouches-du-Rhône, qui dure depuis plusieurs années maintenant et qui permet de faire découvrir le sport à beaucoup de jeunes dans toutes les villes du département. Et voilà, de vraiment essayer de pratiquer toutes les disciplines, qu'on soit petit, grand, costaud, plus maigre, voilà, peu importe, c'est vraiment d'avoir le sport pour tous. Un événement sportif qui permet également aux encadrants de transmettre aux jeunes les valeurs du sport. La tête des sports, on les apprend le respect, la confiance en soi et surtout le respect, et le respect, les fondamentaux du sport et aussi pareil, la confiance en soi. Là, avec ça, c'est extra. Les jeunes, ils apprennent. Il y en a toutes sortes de sports. Ils participent, ils viennent. Et comme ça, ils peuvent aussi, pareil, découvrir leur sport. C'est magnifique. Ici, l'esprit des JO plane encore dans la tête de beaucoup de jeunes. On sent qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé les Jeux Olympiques à la télé. Et alors nous, par exemple, dans le tennis de table, on a été très affichés avec les frères Lebrun. Et en fait, on voit qu'il y a une retombée et que les gens, ils n'ont pas oublié. Et donc forcément, de pratiquer et voilà, et de faire du sport comme dans les JO, mais en fait, ça leur plaît vraiment. Pour les 2 premiers jours, Terre de Sport a réuni plusieurs centaines de participants.
Beaucoup de monde mobilisé pour cette inauguration de l'espace Furiani 1992. Des anciens joueurs de l'OM et de Bastia, des journalistes présents ce jour-là au stade Armand Césari et des membres de familles de victimes touchées ce 5 mai 92. Pour Pablo Longoria, à l'initiative de cet hommage, le devoir de mémoire est le plus important. C'est un moment spécial. Pour moi, ce n'est pas une question de souvenir. C'est une question d'un devoir de mémoire. Et de lire que tout le monde puisse lire, sentir, voir ce qui s'était passé pour éviter que ce type de situation ça puisse se reproduire dans l'avenir. Jean-Pierre Papin était le capitaine de l'OM ce 5 mai 92. Il se souvient et il espère que cet espace, cette stèle, permettra à d'autres de se souvenir. C'est jamais trop tard pour rendre hommage, c'est jamais trop tard pour se rappeler. Je pense que dans ce lieu-là, au l'Orange Vélodrome, cette stèle-là nous rappellera des mauvais souvenirs, mais rendra hommage aux gens qui sont tombés ce jour-là, qui ont été blessés, qui sont toujours mal dans leur chair. Et je pense qu'il fallait quelque chose comme ça pour vraiment que ce devoir de mémoire soit le plus important possible. Benoît Payan, le maire de Marseille, lui aussi a tenu à être là pour cette inauguration. Bastia et Marseille sont à jamais liés par cette catastrophe. Cet acte jumeau a une forte valeur pour lui. Je crois qu'aujourd'hui, le geste qui est fait ici, dans ce stade, dans le stade Vélodrome, dans notre stade, qui est finalement un geste jumeau de celui du stade qui est à Furiani, est quelque chose d'important. Nous devons nous rappeler sans cesse de la mémoire. Quand on est corse ou marseillais, on sait ce que la mémoire veut dire. On sait ce que le prix du sang veut dire. Désireux de participer au développement de ce devoir de mémoire, l'Olympique de Marseille a intégré une étape dédiée à la tragédie de Furiani au sein de l'OM Tour, le parcours de visite de l'Orange Vélodrome. Alors on met des fleurs de douche, c'est un protocole qui est harmonisé à l'ensemble de la Méditerranée, où les différents pays méditerranéens ont un projet commun sur le crabe bleu, où justement l'idée de mettre ces fleurs de douche dans l'étang permet de recruter, d'attirer les larves de crabe bleu potentiellement, pour déterminer justement dans l'étang où est-ce qu'elles pourraient arriver et où est-ce qu'elles pourraient se développer. Le crabe bleu américain, Callinectes sapidus, est une espèce qui est la plus invasive en Méditerranée, celle qui cause le plus d'impact socio-économique et écologique. Et depuis l'année dernière, depuis 2024, le crabe bleu prolifère de manière importante dans l'étang de Berre. Et donc pour l'instant, on essaye de comprendre comment les populations se structurent dans l'étang. Donc on travaille avec le JPRED, le gestionnaire de l'étang, ainsi que les pêcheurs de la lagune, pour déterminer la dynamique de population, quand est-ce qu'ils grandissent, quand est-ce qu'ils se reproduisent. Alors les fleurs de douche sont mises une semaine par mois dans l'eau de l'étang, sur différentes stations. Et ensuite, on va revenir les récupérer, les conditionner, donc fixer dans de l'éthanol tous les organismes qu'on a par fleur de douche. Et ensuite, on va les analyser au laboratoire pour déterminer la diversité des organismes qui sont présents dans les fleurs de douche. Donc on a aussi bien les larves de crabe bleu que les autres espèces de l'étang, comme des petits amphipodes. On a aussi trouvé des petites larves de méduses, etc., qui nous permettent en fait, en laboratoire, de déterminer la diversité des espèces potentiellement associées aux larves et dernier stade larvaire des crabes bleus. Même si le temps ne s'y prêtait pas ce mercredi, les touristes étaient de sortie sur le Vieux-Port. Catherine a d'ailleurs bon espoir de retrouver le soleil dans les prochains jours. On a vu la météo, il va faire beau, ça va se dégager, il va faire entre 18 et 20 et soleil jusqu'à samedi. Cette Lyonnaise n'imaginait pas venir ailleurs pour passer le pont. Pour moi, le sud, c'est vacances, quoi. Et pour une escapade, je ne penserais pas aller au nord. Habituée au soleil marseillais, Charlotte, vacancière belge, est venue avec toute sa famille pour leur faire découvrir la ville. Alors aujourd'hui, on prend le bateau pour aller sur les îles du Frioul. Et puis ensuite, on va faire le tour du port. Je vais leur montrer évidemment le fort, puis le Museum, et on ira manger aux Halles de la Major. Un bouche à oreille qui fait marcher les commerces aux alentours, comme cette savonnerie située dans l'église Saint-Féréol au-dessus du Vieux-Port. On écoute Marianne, vendeuse. Je pense qu'il se passe le mot, parce que après cette bouche à oreille, parce qu'ils connaissent pas forcément les commerces, mais quand ils arrivent, on leur en a parlé. Donc ça veut dire que les gens sont satisfaits de venir chez nous, que ça soit dans la savonnerie ou ailleurs. Pareil pour la boutique de Jean-Michel qui vend des t-shirts originaux dont les imprimés attirent l'œil des passants. Si on n'a pas 50 photos par jour, on n'en a pas une. Donc c'est ça qui est assez amusant. Et puis certaines personnes après en fait veulent l'acquérir aussi bien pour le porter en extérieur, pour éventuellement en faire un cadeau,
ou le garder pour chez eux. Les touristes sont donc là et avec les températures qui remontent dans les prochains jours, ils devraient être de plus en plus nombreux. Cet été, ils seront là pour vous sauver. Et pour être sûr d'être opérationnels, les futurs sauveteurs ont passé 2 jours à revoir tous les essentiels. Théorie, pratique, tout est passé en revue pour être prêt pour la saison. On va revoir tout ce qui est sortie d'eau de victime, sauvetage, on travaille même avec le bateau, et on va revoir tout ce qui est secourisme. On a fait pas mal le tour sur la formation qu'on peut faire en tant que sauveteur aquatique. C'est une formation qui est obligatoire pour qu'on puisse faire la surveillance cet été sur les plages. Donc la surveillance qui sera assurée de fin mai jusqu'à début septembre. Désormais, les futurs sauveteurs attendent avec impatience leur affectation, récompense de ces 2 jours de formation. Ils devront surveiller, mais aussi prévenir les gens des comportements à adopter pour passer de bons moments en toute sécurité. Marc, sapeur-pompier professionnel et surveillant de plage, nous explique l'attitude à avoir. Bien s'hydrater, faire attention, bien mettre sa crème solaire, attention aux enfants en bas âge avec notamment les fortes températures qui arrivent. Et si on va se baigner, on essaye de ne pas trop s'éloigner et demander conseil aux sauveteurs, notamment sur l'utilisation des drapeaux. Quand on a le drapeau vert, c'est une baignade autorisée. Si on a un drapeau orange, ça va être une baignade autorisée mais avec un danger. Et évidemment, si le drapeau est rouge, la baignade sera interdite. Selon un rapport de Santé publique France, lors de l'été 2024, plus de 1200 noyades ont été comptabilisées en France, dont 350 mortelles. Monsieur, vous m'entendez? Ce n'est pas des morts, monsieur. Je m'appelle Virginie Chef d'Or. Ce matin, on prépare le brunch. Donc c'est du pain perdu, donc le French toast avec des œufs brouillés et des lardons. Et des pêches en dessert, c'est pour ceux qui veulent. De quoi revigorer les troupes? Tout à fait, en fait c'est représentatif des repas que faisaient les GI à l'époque. Je m'appelle Aurélien, ça fait bien 15 ans que je fais de la reconstitution historique, Deuxième Guerre mondiale, surtout américain. Tout est d'époque? Ah oui, tout est d'époque. On essaye au maximum d'avoir toutes les tenues comme à l'époque, quoi. On se renseigne beaucoup sur des photos d'origine, des films d'origine. On a fait quelques documentaires pour RMC Découverte. Et des fois, oui, des films aussi, ça peut nous arriver. Bonjour, je m'appelle Calvo Mélanie. Vous avez dormi là cette nuit pour de vrai? Oui, j'ai dormi dans la tente cette nuit. Bon, il a fait un peu froid, mais sinon, après, ça tient quand même assez chaud. On sent pas trop le froid, sinon, ouais, ça va, j'ai bien dormi. Mais alors, vous dormez avec le matériel de l'époque? Oui, avec le duvet d'époque. Ça, c'est une tente d'époque. C'est... les draps aussi, tout est d'époque. C'est quoi qui vous plaît là-dedans, vous? C'est déjà le fait de montrer au public comment ils vivaient à l'époque, comment ils faisaient la cuisine à l'époque. La cuisine à l'armée n'est pas réputée pour être très bonne, c'est comment là? Comment vous le trouvez ce breakfast? Alors je vais goûter le pain perdu. Tout en direct. Très bon. Ouais, c'est très bon. Non, c'est très bon. Ça donne pas forcément envie de repartir à la guerre, mais au moins ça donne des forces. Anne-Marie, qui habite à quelques mètres de la citadelle de Marseille, est déjà venue plusieurs fois. À chaque visite, elle reste époustouflée par la vue en surplomb du Vieux-Port. Habitant à Marseille depuis très longtemps, je suis habituée à certaines perspectives. Et là, je découvre une autre perspective nouvelle de Marseille. Et on n'y croit pas. Et c'est intéressant, c'est tout nouveau, on n'y croit pas. Paul, un Aixois venu pour la première fois, n'a pas hésité une seule seconde à nous dire ce qui l'impressionne le plus dans le Fort Saint-Nicolas. La vue notamment qu'on a sur Marseille et puis tout le côté architecture et historique, c'est très intéressant. On se sent tout petit à l'intérieur, c'est très impressionnant. La vue y est bluffante pour le public, mais l'intérieur ne l'est pas moins. Construit en 1660 sur ordre de Louis XIV pour contrôler Marseille, ce fort impressionnant, classé monument historique depuis 1969, s'étend sur une surface équivalente à 6 terrains de football. Édifié en seulement 4 ans sur un éperon rocheux, il adopte un plan bastionné en étoile. Il se compose de 2 parties distinctes, un haut fort, la citadelle Saint-Nicolas, et un bas fort, chacun ayant joué un rôle stratégique dans la défense maritime et urbaine de la ville. Comme le souligne Paola Pina, médiatrice culturelle, c'est le calme du lieu renforcé par ces roches qui fait sa particularité aujourd'hui. On a une demi-lune qui s'appelle la demi-lune de fond, qui était le chantier test du fort, la première à être restaurée pendant un peu plus de 10 ans.
Et finalement, on aperçoit que l'élément essentiel, l'élément plus important qu'on aperçoit, la sensation qu'on aperçoit ici, c'est la calme et le silence. Et c'est grâce à la structure. Si l'on doit compter 12 € pour visiter le fort Saint-Nicolas, les jardins, eux, sont libres d'accès avec la possibilité de se restaurer à la guinguette du fort. En plus de préserver son patrimoine, le site soutient des chantiers d'insertion tout en organisant des festivités tout au long de l'année. Ce nouvel espace fait partie du projet national Microfolie porté par le ministère de la Culture. On est dans le musée numérique Microfolie. Donc concrètement, c'est une salle de projection avec des tablettes qui sont connectées où on a accès à un catalogue d'œuvres qui sont fournies donc, dans le catalogue Microfolie par les grands musées de France et puis des musées internationaux également. Donc on peut découvrir la Joconde, bien sûr, des chefs-d'œuvre du Centre Pompidou, du Château de Versailles et des musées de région également. Donc on s'installe, on regarde la diffusion et puis sur les tablettes, on a accès à des compléments d'information, des petits jeux, etc. Et on met le petit casque avec la vision aussi. C'est ça, il y a aussi le casque de réalité virtuelle, donc pour découvrir en 360 en immersif. Un lieu réalisé à partir de conteneurs recyclés pour créer un bâtiment neuf qui s'implante dans le paysage. Cette architecture qui a été réalisée par l'architecte Jean-Marc Chancel, qui est un architecte de Marseille, qui a fait le choix effectivement de travailler sur une forme qui rappelle un peu les pontons des bateaux avec ce matériau très particulier qui est le container et qu'on retrouve en permanence au large avec tous ces bateaux qui rentrent au grand port de Marseille. Ce musée numérique Microfolie, qui est un musée numérique, donc c'est-à-dire avec tout un dispositif de matériel de très haute qualité qui permettra de diffuser des œuvres d'art visuel, de spectacle vivant, de musique, de faire le lien aussi avec la littérature. C'est vraiment envisagé comme un espace un peu couteau suisse. À partir de lundi, le musée numérique sera ouvert chaque après-midi au public. À Miramas, la transition écologique passe aussi par la terre. La ville compte aujourd'hui 175 jardins partagés où l'on cultive bien plus que des légumes. C'est une opération qui a été lancée en 2012 et qui était la première pierre d'un projet plus global qui s'appelle le territoire nourricier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est essayer de faire en sorte que la population puisse se nourrir avec une alimentation la plus saine possible, la plus proche possible. Ici, chacun vient avec ses envies, son rythme, son savoir-faire. Un lien simple et précieux entre les habitants. Quand il y a un jardinier qui est un peu fatigué ou il est un peu malade, on fait son jardin, on s'occupe de tout. S'il n'est pas là ou c'est sa famille qui sont malades, on s'occupe de son jardin. Regardez, ça c'est les oignons, les poivrons, les salades, les pommes de terre, on a tout dans le jardin. Et à la fin, moi je vais dire à mon nom et au nom de 102 jardiniers, 1000 merci à monsieur le maire pour faire le jardin. C'est un jardin magnifique. Et comme on disait nous, c'est un jardin de 4 étoiles. Pour certains, c'est un retour aux racines, des petits gestes simples qui évoquent les premiers souvenirs passés, les mains dans la terre. Mes grands-parents, qu'on allait voir chaque été, avaient de très grands espaces et entre autres effectivement des melons, des pastèques, enfin des fèves, etc. Et la première impression que j'ai eue quand j'ai mis la main à la pâte, c'est ça, c'est ce renvoi à ma première enfance. À Miramas, la transition écologique, ce n'est pas un concept, c'est une réalité partagée, cultivée et célébrée. En ce vendredi 9 mai, ils ne font pas le pont, ils le refont. Et ça va durer encore 2 semaines. Si l'opération la plus impressionnante sera lundi, celle du grutage, elle permettra de substituer la nouvelle structure métallique à l'ancienne rongée par la rouille. Celle de ce jour nécessite des opérations diverses et fastidieuses. Là, le but pour aujourd'hui, déjà, on va se tomber toutes les lattes de bois. Ça va arriver en dernier. Là, on a décortiqué tous les garde-corps. On avait les câblages, les mains courantes, donc on a dû tout couper et préparer pour le grutage. Et puis après, on tombe tout le plancher et on sera pas trop mal. Hein. Alors le but, c'est d'alléger le pont un peu ? Oui. Puis même, j'ai pas toutes les infos à ce niveau-là, mais je pense qu'ils vont l'enlever en 2 parties, sûrement le côté gauche après le droit. Parce qu'on pourra jamais lever le tout ensemble. En dessous, là, toutes les traverses qui joignent les 2 ponts, c'est mangé, c'est complètement mangé. Donc ils vont sûrement enlever en 2 parties, après sera posé sur le parking, pendant qu'une autre équipe, ils vont monter le nouveau pont. Et après, on va s'amuser à gruter ça. Hein. Quelques passants intrigués s'approchent, à l'image de Jacques, rassuré sur l'avenir de l'ouvrage.
Tous les Martégots ils sont très attachés parce qu'ils relient les deux petits quartiers de l'île de Martigues. Ça pourrait faire mal au cœur s'il n'était pas remplacé, mais comme il est remplacé à l'identique, ça nous réconforte de voir qu'on s'en occupe et qu'on le rénove. Je ne suis pas du quartier, je suis de la Vera depuis 1971. Mais je l'emprunte régulièrement pour me promener. Je l'ai souvent emprunté quand il y avait le festival de folklore juste à côté. Là. Il était très fréquenté, c'était notre petit morceau de cœur sur l'île. L'ensemble pèse 15 tonnes. En ce vendredi, c'est environ 1 tonne qui a été prélevée afin de soulager lundi le travail de la grue. C'est ici dans son studio que Hugo, plus connu sous le nom de Enya, enregistre ses sons. Pour lui, le rap, c'est une façon de poser des mots sur ce qu'il ressent. Moi, de base, je suis danseur de profession, danseur hip-hop. Et en fait, quand le Covid est arrivé, ça a été compliqué, la danse, etc. Derrière, j'ai eu des soucis de santé et tout. Et du coup, en fait, la musique a pris le dessus et est revenue assez naturellement, finalement, jusqu'au moment où je me suis dit, ok, j'ai envie de switcher de voix et d'aller vers la musique. Avec son nouvel album Pourquoi t'es triste, il s'engage aux côtés de l'Agence régionale de santé pour parler de la santé mentale des jeunes. Objectif, briser les tabous et encourager la parole. L'idée, c'est que cet album forme un kit qui va permettre à l'ARS, en fait, on va le redistribuer aux soignants, tout simplement aux éducs, aux infirmiers psy, etc., dans ces structures, et ça va permettre de débloquer des groupes de parole avec les jeunes, c'est-à-dire s'appuyer sur les textes pour... un petit peu comme on fait en photolangage, c'est quelque chose qui est beaucoup fait dans ces structures. Ils prennent une image et selon ce qu'ils y voient, ça évoque des sujets et après ils en parlent, ils traitent, etc. Là, c'est la même chose, mais avec la musique, avec les textes, avec le clip, etc. À travers sa musique, Enya veut tendre la main à ceux qui, comme lui, ont vécu des moments difficiles. Pour ceux qui sont autour de personnes qui vont mal, forcément, essayer d'être là pour elles, c'est très important. Il y a toujours des moments de soleil, il y a toujours des moments où c'est plus nuageux. On passe par les deux dans une vie. Il faut réussir à s'accrocher avec le bon qu'on arrive à trouver dans chaque chose. Un projet fort, un message sincère, qui rappelle qu'en parler, c'est déjà avancé. C'est vrai, je me sens mieux, effectivement, j'oublie un peu de moi. Je suis très heureuse d'être là avec vous. C'est un très très bel élan de solidarité. Bravo à la ville de Martigues et bravo à vous tous d'avoir été aussi généreux. En fait, c'est pas la première fois qu'on le fait. On est des fidèles de Martigues solidaires. Et oui, forcément, je trouve que l'initiative est très bonne puisque ça permet d'aider les gens et en contrepartie d'avoir droit à un petit divertissement. Donc c'est génial. Et je pense que c'est bien, que ça va aider des personnes. Ça permet d'aider les gens, de venir en secours pour d'autres. Voilà, surtout, c'est très important. Ça développe une énorme solidarité dans la ville et même au-delà. C'est important et puis ce concert, il crée aussi de la joie et du lien. C'est dans ce sens aussi que c'est bien. Ouais, c'est trop bien parce qu'en plus on fait une bonne action et on est récompensé parce qu'on voit Jennifer, donc c'est trop bien.